Et il dit, j'ai jamais donné une billette à une femme, je vais pas commencer. J'avais la billette à la main, il l'avait de l'autre côté, et on était là comme ça. L'alpinisme, une passion qui mélange esprit d'aventure, amour de la nature et dépassement de soi. Certains en font leur métier et choisissent de devenir guides pour permettre aux voyageurs de découvrir la montagne telle qu'ils ne l'ont jamais vue. À quoi ressemble la vie de ces guides et accompagnateurs de montagne ? Comment en fait-on son métier ? Je suis Lola Fourmi et je vous embarque dans les coulisses de la plus ancienne compagnie des guides de France. Bienvenue dans Suivez le guide, un podcast qui vous emmène au sommet avec la compagnie des guides de Chamonix. Avez-vous déjà trépigné d'impatience à l'idée d'une première rencontre ? Avec Sylviane Tavernier, c'est exactement ce qu'il s'est passé. De cette femme, championne de France de ski de fond, alpiniste émérite, née en 1958, je ne sais que peu de choses. Si ce n'est qu'elle est la toute première femme à avoir intégré la compagnie des guides de Chamonix. C'était en 1985. Je suis assez maniaque avec mon matériel. Ouh là là, tous ces skis. J'ai mes skis. Elle m'accueille dans son chalet des Pecles, à Chamonix, face à l'imposant glacier des Bossons, et m'entraîne directement dans son antre, le sous-sol. Et suivant la neige qu'il y a, parce que je la vois depuis mon balcon, suivant la neige qu'il y a, je prends tel ski ou tel autre. Alors, pour préciser, il y a quand même une dizaine de paires de skis ? Une dizaine, oui. Oh oui, il y a les skis de fond, il y a les skis de rando, il y a les skis alpins, il y a les skis de pentraide. J'ai tous mes piolets, j'ai toutes mes dégaines, j'ai mes mousquetons, j'ai les baudriers pour les clients. Tout est rangé. Comme ça, en 5 minutes, je fais mon sac à dos. Sylviane Tavernier, celle qu'on surnomme Petit Viking, car elle portait toujours 2 tresses blondes pour les compétitions de ski, n'a rien perdu de son dynamisme. On revient ensemble sur sa carrière grâce à d'énormes classeurs chargés d'histoire. Alors là, il y a 5 classeurs sur votre table de la cuisine. En fait, c'est comme un album de famille, un album photo de famille. Et ça, c'est toutes les parutions médiatiques que j'ai eues depuis que j'étais en équipe de France de ski de fond. Et après, j'avais le statut d'athlète de haut niveau, donc en ski de fond, après en alpinisme, et après j'étais guide de haute montagne. C'est ma 3e carrière, guide de haute montagne. J'ai fait 3 carrières. C'est pour ça que c'est vachement bien d'avoir tous ces trucs médiatiques, parce que comme ça, je sais les années. Autrement, je me rappelle pas. Parce que oui, avant d'être guide, vous êtes d'abord une championne de ski de fond. Voilà, exactement. Mais c'est aussi ça qui m'a donné la force que j'avais quand j'ai été passer mon diplôme de guide, où j'ai été ouvrir des premières dans le monde entier. Ces premières, c'est des voies où il n'y a pas une route de tracé, une voie, comme on dit. C'est comme une route d'alpinisme, mais une route verticale, bien sûr. Et on sait jamais si on va pouvoir sortir en haut. Mais pourtant, des fois, le seul échappatoire, c'est quand même de sortir en haut. Et c'est toujours une aventure extraordinaire. J'adore ouvrir les voies. Ce qu'adore aussi très rapidement Sylviane Tavernier, c'est accompagner des gens sur les sommets. Âgée alors d'une 20aine d'années, elle candidate à la compagnie des guides avec tout le culot qui la caractérise. Et moi, j'ai choisi de professer à la compagnie des guides de Chamonix, puisque je suis née à Chamonix et mes ancêtres étaient tous des montagnards ou des chasseurs ou de cristalliers ou voire des guides. Donc voilà, j'avais pas à me poser de questions. J'ai tombé dans la marmite toute petite, quoi. Alors après, c'est vrai que j'étais une fille, alors on aurait pu se poser la question, est-ce que je pouvais oser, est-ce que je pouvais ne pas oser? Et comme j'ai quand même l'esprit assez aventureux, et que je me sentais capable de le faire, non seulement je donnais mes candidatures directement de main à la main au président de la compagnie des guides, pour la première femme qui allait se présenter. En plus, je lui donne dans la face sud-ouest des Drues, qui est la montagne emblème de notre compagnie des guides. Et j'avais bien marqué, en plus, mais je savais pas que j'allais donner là-haut. Je me permets de vous demander ma candidature pour entrer dans les guides, puisque je me sens capable, comme vous tous, à être à la hauteur de vous tous, etc. Et du coup, j'étais vraiment à la hauteur, puisque je lui ai amené en plus dans la montagne des Drues. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai pas calculé. Elle devient ainsi la première femme à être intégrée dans la compagnie.
Moi, la compagnie des guides, pour moi, c'est ma deuxième famille. Et c'est tellement attachant, tous ces gens, parce que finalement, si on fait mal c'est pas un travail, hein, mais notre passion là-haut, la sanction est dure, hein, la sanction est forte. Hein. On tombe en bas, et si on tombe en bas, on meurt. Donc il y a une grande solidarité par rapport à ça. Et si jamais un jeune guide faisait une erreur, eh bien, on accepte qu'un autre jeune ou qu'un vieux nous dise « Attention, là, tu as fait une erreur et c'est normal parce que tu commences ce métier ou parce que tu n'as pas vu, on a droit à l'erreur. » Et on accepte très bien et même on sollicite ça. Et donc, ça fait 40 ans que je suis à la compagnie des guides et 40 ans que je suis dans cette carrière. Et c'est vrai que je suis peut-être que ce soit homme ou femme, dans les seuls à avoir fait déjà beaucoup d'années. Parce qu'il y en a qui s'arrêtent à 30 ans de carrière, des fois à 20 ans. Et moi, je continue toujours. Alors, c'est un peu lourd parce qu'il faut que je continue à m'entraîner. Alors, c'est un peu lourd. Et puis il faut pas être blessé. Moi, j'avais une autre histoire, mais bon, on va pas tout dire. Avec Sylviane Tavernier, nous avons longuement parlé de cette place de première femme. Une étiquette un peu collante parfois pour celles qui préfèrent arriver en tête tout court. Si elle affirme n'avoir jamais subi de sexisme, elle a tout de même quelques anecdotes qui prouvent le contraire. Comme cette fois où le responsable du tour de rôle, la distribution du travail, a refusé de lui donner sa billette, la fiche papier où sont inscrits les détails de la course et des clients. Tout ça parce qu'elle était une femme. Et il dit, c'est Sylviane Tavernier, elle a été votée, donc tu es obligé de donner sa course. J'ai jamais donné une billette à une femme, je vais pas commencer. J'avais la billette à la main, il avait l'autre côté, et on était là comme ça. Moi, j'osais pas la prendre, parce que c'est la première fois que j'y allais. Déjà, donc c'est quand même déjà un peu pas facile. Tout le monde me regardait, personne n'y avait pas, et un silence. Il était là, il ne savait plus quoi dire. Il dit, mais j'ai jamais donné une femme, c'est pas maintenant que je vais commencer. Mais le sexisme ne vient pas uniquement de l'intérieur. Certains clients aussi sont parfois réticents à être guidés par une femme. Mais Sylviane a sa petite technique pour les convaincre. Un jour, en redescendant du Mont Maudit, il y a quelqu'un depuis là-haut, à 400 mètres. Il me dit, mais si je tombe, vous allez me retenir? Ouais, vous me retenez bien, hein? Et puis après, on se tutoie, tu fais bien attention à moi, hein, tu me retiens bien. En fait, c'est parce qu'il avait tellement peur de tomber que ça lui a passé l'angoisse qu'il doutait pas de lui, il doutait de moi après. Comme ça le réconfortait presque, hein, dans sa fierté. Et au bout d'un moment, arrivé au coin de l'Arimée, j'avais tellement mal qu'il se questionne. Du coup, je lui fais un petit croche-patte comme ça, puis il glisse, il ripe. Alors, bien sûr que c'était plus facile de le retenir, parce que je savais qu'il allait tomber, de toute façon. Alors, j'avais tendu la corde, et là, elle était tendue au bout de la corde. Je lui dis, alors, je te retiens ou je te retiens pas? Mais le métier de guide est aussi et surtout jalonné de rencontres, dont certaines changent la vie. Sylviane Tavernier reste marquée à jamais par l'une d'entre elles. J'ai un client, entre autres, qui un jour m'appelle en me disant « On se connaît pas, je voudrais que vous m'emmeniez en montagne parce que je sors d'une grave maladie et je voudrais reprendre la montagne que je faisais quand j'étais jeune. » J'étais vraiment quelqu'un de sincère, de gentil, d'humain. Je crois que c'est dans les plus humains que j'ai connus de ma vie. Et quand il est venu, j'ai dit, d'accord, monsieur, on se donne rendez-vous, telle heure, telle date, etc. Donc il vient, et j'ai bien vu qu'il avait un petit niveau. Je disais, écoute, Jacques, parce qu'on se tutoie très vite, hein, Jacques, c'est pas grave, on va essayer. Qu'il n'essaye rien à rien, on va essayer. Au début, on va compter les pas. On va marcher normalement, et quand je vois que tu fatigues, je compte les pas. Et on fera 10 pas. Et tous les 10 pas, on s'arrêtera, on soufflera. Après, on fera 15 pas. Et après, on fera 20 pas. Et petit à petit, comme ça, il sortait quand même d'un cancer du foie, qui était quand même pas rien, qui avait eu une attaque au pancréas, mais qui s'est arrêté juste à temps. Je pense que chez lui, il y a eu un miracle. C'était un miraculé. Et je l'ai quand même amené au Mont Blanc Itacule, 4242 mètres. Je l'ai emmené donc au pied de ce Mont Blanc. Et on a fait plusieurs voies autres difficiles parce que plus techniques, il était très souple et il skiait très très bien. Et je l'ai emmené pendant 25 ans de carrière pour lui.
Une année, il n'a pas pu venir. Il dit, écoute, cette fois-ci, Sylviane, je dois être au bout du rouleau. Et il est rentré dans une clinique où il a fait sa fin de vie. Et il avait laissé mon numéro de téléphone à son infirmière. Et l'infirmière m'a appelé pour me dire, Jacques Gilbert, il s'appelait, m'a dit de vous prévenir que là, il était à la fin. Eh bien moi, j'ai pris ma voiture, je suis partie dans la nuit et jusqu'au bout, on a vécu cette ambiance de montagne. Je te souviens, Jacques, quand t'as fait ça. Écoute, je t'accompagne encore pour aller là-haut. Un jour, je te rejoindrai, mais je veux t'aider à faire cette nouvelle montagne. Parce que je lui dis, tu te souviens, quand on était là-haut, on était spectateurs de la vie d'en bas, mais quand on est un peu trop là-haut, eh bien, on va où on veut bien le croire. Chacun a la liberté de croire ce qu'il veut. Et en tout cas, je t'accompagne pour faire ce passage-là. Et il est parti, il m'a fait un petit sourire, et il est mort dans mes bras. Preuve de l'intensité de la relation entre une guide et son client, Sylviane a même découvert alors que Jacques l'avait désignée comme héritière. Des aventures exceptionnelles, une autre femme en vie dans la compagnie. 30 ans après Sylviane, c'est Fanny Schmutz qui fait sa place. Elle aussi pionnière à sa manière, puisqu'elle cofonde le groupe Jeune Alpinisme Mont-Blanc en 2019 afin de former les jeunes de la vallée. Je m'appelle Fanny Schmutz, je suis guide de haute montagne à la compagnie des guides de Chamonix et j'habite à Servoz et j'ai 36 ans. Pourtant, elle-même n'est pas directement devenue guide. Retour sur son parcours. Donc moi, je suis née à Chamonix, j'ai grandi à Servoz, juste à côté de ma maison. Donc mon papa était guide de haute montagne et prof à l'ENSA, donc prof pour les futurs guides. À 5 ans, en gros, on a commencé à faire de l'escalade. Par contre, on est resté sur l'escalade avec lui. Il voulait vraiment pas qu'on fasse de la montagne. Et donc, finalement, j'ai découvert la montagne assez tard. Je crois que la première fois que j'ai pris le téléphérique de l'Aiguille du Midi, je devais avoir 16 ou 17 ans pour faire la Vallée Blanche. On faisait pas tellement de ski. La haute montagne, j'ai découvert ça plutôt tard, ouais. Et pourquoi il voulait pas vous montrer ça ? Alors, il voulait pas nous montrer ça à cause des risques. Parce que quand on est parent ici, je crois qu'on n'a pas très envie que nos enfants fassent guide. Et moi, je suis pas encore maman, peut-être un jour, et je crois pas que j'aurai envie que mes enfants fassent guide. Je me suis vraiment pas du tout plu dans mon premier métier. Et j'ai perdu mon père d'un cancer en 2012. Et c'est ce qui m'a fait, donc il était jeune, et c'est ce qui m'a fait changer en me disant, moi, j'ai pas envie, j'ai 25 ans, j'ai pas envie de faire un métier qui me plaît pas. Donc c'est ce qui m'a fait passer le diplôme de guide. Ça a été un peu le déclencheur. Après ça, tu décides quand même tout de suite de rentrer dans la compagnie des guides de Chamonix ? Alors, quand on grandit à Chamonix, je pense que c'est assez évident qu'on veut travailler à la compagnie des guides de Chamonix. Alors moi, j'ai mon père qui y était, j'ai des cousins qui y sont, j'ai mon mari qui y est. C'est une histoire, c'est une histoire de la vallée. Moi, je suis à la compagnie des guides. Finalement, je prends pas beaucoup de travail, ou presque pas, à part l'équipe que j'encadre à la compagnie des guides, mais j'y suis pour plein d'autres choses en fait. Ce qui est le plus prégnant, je pense, à la compagnie des guides, c'est quand même la caisse de secours. Pour moi, c'est ce qui est le plus différent de travailler pour une agence commerciale ou travailler comme indépendant. Caisse de secours, et puis aussi le fait qu'on soit dans vraiment un groupe bien distinct, qui a une force, c'est bête, mais qui a un habit pour le 15 août avec et puis il y a le tour de rôle dans cette grotte dans la cave. Il y a beaucoup de choses il y a la chorale des guides, pour moi c'est pas juste le métier de guide en fait. Et c'est quoi d'être une femme dans la compagnie justement ? Est-ce que c'est facile parce que vous êtes moins nombreuses que les hommes, ou finalement ça change pas grand-chose ? Peut-être que les collègues, les copains sont plus attentionnés, admiratifs, peut-être ils notent plus ce qu'on fait quand on fait une belle course, mais à part ça change pas grand-chose. Dans la compagnie, Fanny Schmutz trouve ou retrouve une famille, un soutien, un élan aussi, notamment pour créer le nouveau groupe d'alpinisme à destination des jeunes. Une formation lancée avec un autre guide, Pierre Labre, décédé en 2019. La mort, le risque, la peur, comment gérer cette partie du métier ? Elle se confie. C'est une question assez centrale dans nos vies, parce qu'on perd beaucoup d'amis quand même tous les ans, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui est présent dans notre parcours.
Quand on a grandi à Chamonix, d'autant plus, on a toujours vécu avec ça. Et donc, on accepte de faire un métier qui est vraiment risqué. Je crois que les chiffres le montrent que c'est un des pires métiers, ou c'est le pire métier en France à faire par rapport à la mortalité au travail. Mais on accepte ça parce que, enfin, je peux parler que pour moi, parce que en face de ça, il y a une passion, il y a le bonheur que j'ai à être là-haut, il y a le fait que je me verrais pour rien au monde faire autre chose. Et j'accepte, entre guillemets, on dit qu'on accepte la part de risque, mais on n'a pas du tout envie ni de se faire mal ni de mourir. Enfin, on l'accepte pas vraiment au final, mais voilà, elle vit avec nous parce que je suis bien là-haut. Car oui, il y a dans l'alpinisme cette adrénaline, cette envie chevillée au corps d'aller toujours plus haut. Jusqu'à cette ascension très remarquée en 2024 au sommet du Cerro Torre, en Patagonie, par la voie du compresseur, le tout avec ses 2 comparses, Lise Billon et Maude Van Poel, une première pour une cordée féminine. Le Cerro Torre, c'est la montagne emblématique de la Patagonie, enfin c'est la belle montagne magnifique dont tout alpiniste rêve, et on pensait pas du tout avoir le niveau de faire ça. Et l'année dernière, on avait déjà grimpé ensemble, on n'avait pas fait grand-chose, parce qu'il faisait pas très beau, comme souvent là-bas. Et on s'est dit, soyons folles, ayons comme projet l'année prochaine le Cerro Torre. Et voilà, des fois, il faut juste croire un petit peu en soi, et on a essayé, et ça a marché. On n'y croyait pas jusqu'à la fin, mais ça a marché, donc voilà. Quand on arrive au sommet d'une voie en expédition ou un sommet lointain dans lequel on a mis énormément d'énergie, beaucoup d'incertitudes, éventuellement de l'argent, de l'entraînement, c'est indescriptible. C'est vraiment, moi, c'est une drogue, c'est clair. Sa drogue à elle, c'est aussi la montagne, mais pas besoin d'aller au sommet pour Claire Thiollière. À la compagnie, elle est accompagnatrice en moyenne montagne. En montagne tout court, préfère-t-elle. Elle fait partie des premières femmes à avoir intégré la compagnie en tant qu'accompagnatrice. Nous la retrouvons dans le centre de Chamonix. C'est des photos magnifiques je trouve qu'elles ont une densité assez extraordinaire. Je trouve qu'il y a quelque chose dans ces photos. Alors évidemment, je ne suis pas très objective. Face à la boutique Maison Terrasse, spécialisée dans les photos de montagne, dont celle de son grand-père et de son oncle. Du coup, on se retrouve ici parce que c'est aussi un lieu emblématique pour vous, ce magasin. Votre amour de la montagne, il vient aussi de votre grand-père, je crois. Oui, tout à fait. Mes parents ont toujours marché, ont toujours voyagé, nous ont toujours emmenés à droite à gauche, etc. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents. Et mon grand-père partait souvent faire des clichés en montagne. Ce qui était superbe, c'était que en fait, pendant la marche, alors, il y avait des longs moments de silence, mais il y avait aussi pas mal de moments où il me racontait des histoires, des choses comme ça. Et puis on s'arrêtait à un endroit bien précis qu'il avait repéré. Et on passait un temps fou à attendre que la lumière soit là, que le nuage arrive au bon moment, soit au bon endroit. Et j'ai des souvenirs avec lui absolument extraordinaires. Puis il m'a raconté ses histoires de guide. Il était aussi capitaine des pompiers, donc il me racontait plein de choses. Enfin voilà. Donc tout ça, tous ces bons moments sont complètement liés à la montagne. Et pour moi, ça a vraiment été très rapidement un lieu où je me suis sentie bien. C'est pour ça que vous êtes devenue accompagnatrice en moyenne montagne. J'avais pas du tout idée qu'on puisse en faire une profession, enfin une activité professionnelle. En fait, c'est parce que j'ai rencontré mon compagnon Éric Thiollière, qui lui était accompagnateur depuis quelques années, et puis qu'on marchait ensemble en montagne, qui m'a expliqué que peut-être, si je passais mon brevet d'accompagnateur, je pourrais peut-être en faire une activité professionnelle et que ça me permettrait d'être en montagne tout le temps et puis de gagner ma vie. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Accompagnatrice en moyenne montagne, un métier moins connu que celui de guide, par exemple, et pourtant passionnant et essentiel. Moi, je crois que les gens, quand ils viennent chercher un accompagnateur en montagne, ils veulent quelque chose de plus que d'aller d'un point A à un point B. L'accompagnateur, il va, vous prendre en charge complètement. Si on prend un tour du Mont Blanc, mais il n'y a pas que le tour du Mont Blanc, il y a plein d'autres massifs magnifiques à découvrir, comme le Grand Paradis. C'est pas seulement leur montrer, leur dire, vous nous suivez, là je vous montre une petite fleur, là je vous montre un oiseau, et puis c'est tout. C'est leur expliquer la montagne
dans sa globalité, leur faire découvrir des choses, leur faire écouter les choses, leur faire... on n'est pas toujours en train de parler, de se raconter des histoires, on peut aussi passer de longs moments où on ne se parle pas et on écoute, on fait appel à tous nos sens. Et puis aussi vivre des moments hyper conviviaux, quand on est en refuge ou à l'hôtel, parce que passer une soirée ensemble, même si on mange pas très bien, parce qu'on a porté toute notre nourriture, etc., c'est pas grave. Ça, c'est la valeur ajoutée de l'accompagnateur et je crois qu'il faut vraiment la préserver, cette valeur ajoutée, parce que je crois que quand les clients qu'on a eus terminent une randonnée, comme le Tour du Mont Blanc ou d'autres, et qu'ils ont passé 7 jours avec nous, c'est pas seulement avoir marché, c'est avoir rencontré des gens, rencontrer quelqu'un en qui on a eu confiance, c'est rencontrer quelqu'un qui a pu nous apporter quelque chose. Et ça reste des expériences magnifiques. D'ailleurs, quand les gens sont heureux, etc., ils n'ont de cesse de vouloir revenir ou de parler à leurs amis de l'expérience qu'ils ont eue et de leur dire « Vas-y, va faire cette expérience au moins. » Voilà. Justement, en tant que femme, c'est comment de faire partie de la compagnie des guides de Chamonix ? Accompagnatrice, je pense pas que ça pose un problème. La compagnie des guides, on a une spécificité, c'est que quelque part, on est plus de femmes que d'hommes en tant qu'accompagnateurs. Ce qui n'est pas la réalité au niveau national. Il y a plus d'accompagnateurs hommes au niveau national que de femmes. Je dirais, par contre, que c'est peut-être plus au niveau des clients. Voilà, de la clientèle. Les clients, lorsqu'on les emmène, etc., nous demandent souvent « Est-ce que tu es guide de haute montagne ?» En tout cas, moi. Et donc, on leur explique que non. Et on explique la différence. Et on sent quand même quelque chose. C'est assez subtil. Ils ne le montrent pas de manière évidente. Mais on sent quand même un petit truc. C'est pas la même catégorie. On ne joue pas dans la même classe, dans la même cour, etc. Mais très rapidement, ça s'en va. Parce qu'on leur explique justement ce qu'on fait, etc. Ce qu'on va leur apporter. Et puis ils le vivent. Alors après, on ne parle plus du tout de guide de haute montagne. À la compagnie Les Guides de Chamonix, les femmes sont majoritaires parmi les accompagnatrices, mais en n'en comptent que 5 côté guide, suffisamment peut-être pour susciter des vocations et venir grossir les rangs. Je suis Lola Fourmi et vous venez d'écouter un épisode du podcast Suivez le guide, proposé par la compagnie des Guides de Chamonix, réalisé par César Defort et moi-même, produit par Natif, sous la direction éditoriale de Didier Tiberghien et Daniel Rodriguez. Le montage sonore est réalisé par Damien Talavera.